L'Afrique compte plus de 52 pays. Pourquoi ne pas prendre le temps d'aller visiter d'autres pays? Donc, si vous voulez voyager cet été ou bien dans les prochains jours, dans les prochains mois, privilégiez un autre pays d'Afrique que le vôtre. Travel will show a lot of people places that they don't know exist in Africa. Africa has been underserved a lot, generally worldwide. I started Traveling Truth because I wanted to share all the different things that I learned and continue to learn within Africa and also the diaspora. I wanted to create this platform to share the Africa that I experienced, but also share things to do and also travel tips in each country. On l'entend de plus en plus souvent, voyager en Afrique, découvrir ce continent aux contrées et cultures riches, diverses et variées, c'est presque présenté comme un devoir moral pour les Africains à l'ère du digital. Des Africains qui se devraient aujourd'hui d'investir dans ce projet commun et de contribuer à leur échelle à présenter l'Afrique sous un autre jour, telle qu'elle est réellement, et à promouvoir l'industrie du tourisme par exemple. C'est une belle philosophie. Un bémol tout de même, parcourir le continent africain quand on est africain, eh bien c'est tout sauf évident. Dans ce tout premier épisode de Beyond the Noise, je vous explique pourquoi. Alors c'est le moment où je vous invite à vous abonner à la page YouTube de Beyond the Noise Africa. Si ce type de contenu vous intéresse, cliquez sur la cloche pour ne rien rater de nos publications. C'est parti. Pour voyager sur le continent, vous avez trois options évidentes, la route, les rails ou les airs. Pour des raisons économiques et pratiques, le transport routier domine en Afrique. Il représente 80% du trafic de marchandises et 90% du trafic de passagers sur le continent. Pour autant, la densité routière reste très faible. Elle est d'environ 7 km pour 100 km² avec 40% des routes en mauvais état. C'est donc pas toujours évident de voyager par la route et encore moins si on part du Sénégal vers le Mozambique par exemple. Et pourtant, pour ce qui est du voyage en train, là aussi, l'Afrique accuse un net retard par rapport au reste du monde. Le réseau ferroviaire africain est estimé à environ 75 000 km sur une superficie de 30,2 millions de km². C'est une densité d'environ 2,7 km pour 1000 km², ce qui est bien inférieur à la moyenne mondiale de 23 km pour 1000 km². Selon une étude publiée par le chercheur Malik Sané en 2017, je cite, « La plupart des lignes ferroviaires datent de l'époque coloniale et n'ont pas fait l'objet de renouvellement. Une vingtaine de pays africains ne disposent pas de réseau ferroviaire, selon lui. » En définitive, le transport aérien reste le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace. Mais sur un continent où le salaire minimum oscille entre 360 € aux Seychelles et 46 € en Mauritanie par exemple, c'est un mode de voyage qui est loin d'être accessible au plus grand nombre. Sans compter que voyager par avion en Afrique, eh bien c'est particulièrement coûteux. C'est bien simple, si je veux effectuer un aller-retour entre Abidjan et Niamey, je vais devoir payer la somme minimum de 858 €. 858 € pour une distance à l'aller de 1134 km qui se parcourt en moyenne en 2 heures de temps. Alors que pour un aller-retour vers Paris, situé à environ 4879 km d'Abidjan en avion, et surtout sur un autre continent, j'en aurai pour 435 €. Un prix pratiquement divisé par 2 pour une distance plus de 4 fois supérieure. Ça ne vous semble pas très cohérent, n'est-ce pas? Moi non plus. C'est pourtant une réalité qui s'illustre sur une grande partie du continent africain où prendre l'avion reste un luxe. Alors l'une des causes de ces prix élevés est le coût important du carburant qui a augmenté avec la guerre en Ukraine. Mais pourtant, pour mettre les choses en perspective, le carburant représentait entre 20 et 25% de la base des coûts de la plupart des compagnies aériennes africaines avant cette crise. Aujourd'hui, il peut représenter jusqu'à la moitié, sinon plus, et constitue leur plus gros poste de dépense, tout simplement. Les compagnies aériennes africaines sont particulièrement vulnérables car elles utilisent en majorité du kérosène importé. Et oui, même les pays producteurs de pétrole comme l'Angola et le Nigeria ne disposent pas de raffineries locales pour ce type de carburant. Résultat des courses, le kérosène doit être importé, transporté par bateau et acheminé depuis les ports jusqu'aux dépôts de stockage intérieurs et aux aéroports, souvent situés loin des côtes. Dans certains pays enclavés, par exemple, il est transporté par les rails, par pipeline ou par la route. Bref, les questions de logistique compliquent sérieusement la donne. Mais au-delà du carburant, les compagnies aériennes africaines pointent du doigt des coûts opérationnels beaucoup trop élevés et des taxes gouvernementales trop nombreuses, voire arbitraires. C'est le cas de Noël Ngala, directeur commercial et des opérations de la compagnie aérienne panafricaine privée Askai. On l'écoute. Are levied to generate income and charges are put in place to pay for a service. If you look at the 4 regions in Africa, North, South, East, West, we have a total of over 200 different taxes. So we have things like
stamp duties, airport depression tax, infrastructure tax, safety tax, airport service charges, immigration tax, and so on. There are just so many. When you refer to a tax like infrastructure tax and you come again and put equipment tax, it still means the same thing. Some of these taxes can also just be eliminated. The aviation industry is a well-organized industry. So governments find it very easy to tax it in order to do recoveries for their debt payments. The bad thing is the monies that are collected are not reinvested. That is why we still continue to have poor infrastructure in terms of lack of equipment, even manpower. Now, in some cases within the region, you have regional blocks that will come up with a kind of unified system requesting countries and governments to use. But all they can do is propose. Réduire les taxes afin de booster une industrie aérienne qui peine à se développer par manque de ressources financières et humaines, mais aussi par manque d'infrastructures, c'est un projet que porte l'Union africaine depuis de nombreuses années, tout simplement. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du marché unique du transport aérien africain, lancé en 2018 par l'Union africaine, dont l'objectif principal était déjà de mettre pleinement en œuvre la déclaration de Yamoussoukro, qui, elle, date de 1999. Pour vous dire que ça fait longtemps que c'est un sujet. Il faut savoir que 34 pays africains en sont signataires. Ces pays représentent plus de 80% du marché de l'aviation existant en Afrique. Seulement, dans les faits, il n'existe pas de mécanisme commun, contraignant, en matière de redevance de navigation aérienne, comme nous l'explique Romuald Gayap, journaliste spécialisé dans l'industrie de l'aviation et fondateur du magazine News Aero. On l'écoute. Les États pris individuellement mettent encore un fort accent sur le protectionnisme. D'après eux, en fait, ce protectionnisme, pour la plupart, serait un moyen, un levier utilisé pour protéger en fait leurs compagnies nationales étatiques contre la concurrence extérieure. Mais là encore, la preuve a montré qu'au cours de ces 20 dernières années, en fait, ça n'a pas été une solution. On a assisté à une faillite continue et qui va se répéter dans le long terme de toutes ces compagnies aériennes, qui se multiplient sur le continent. Alors, Romuald Gayap n'a pas tort. C'est vrai que la liste des compagnies nationales ayant mis la clé sous la porte ces 15 dernières années est assez longue. Air Congo, Air Gabon, Ghana Airways, Air Ivoire, Nigeria Airways, Air Sénégal, Air Somalie et bien d'autres ont disparu aujourd'hui. En somme, les États africains surtaxent les compagnies aériennes privées en espérant vraisemblablement, à tort, protéger leurs compagnies nationales, mais surtout et avant tout pour créer du revenu. Et ce sans qu'aucune organisation régionale ou continentale ou quelconque traité ne puisse pour l'heure les sanctionner. Résultat, d'une région à l'autre, sur le continent, le même continent, les taxes diffèrent et les prix des billets également, comme nous l'explique Noël Ngala. Even within Africa, when you do a comparison within the regions, you see that in the northern part of Africa, this is where you find the lowest in terms of taxes, fees, and charges. Then you have the South African region, and it just explains why these are the regions that you have more airlines, and you have more airlines that are even able to do or have a business model as low-cost carriers. Effectivement, il y a encore peu de compagnies low-cost en Afrique et elles se trouvent pour la plupart en Afrique du Nord et en Afrique australe. Fly SFR, en Afrique du Sud, est un transporteur à bas coût relativement jeune qui connaît l'une des croissances les plus rapides en Afrique. Il dispose d'une flotte de plus de 20 appareils. On peut citer les plus petites Kulula.com, Fly Egypt, Jumbo Jet, Air Arabia Maroc et Fly 540 qui possèdent moins de 10 appareils dans leur flotte respective selon planespotters.net. Enfin, FastJet, Air Arabia Egypt, Mango Airlines, Lyft et Green Africa Airways ont moins de 6 appareils dans leur flotte respective. Quoi qu'il en soit, ce business model low cost n'existe tout simplement pas dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Pour terminer, voyager en Afrique quand on est africain, c'est aussi compliqué car il faut parfois, je dirais même souvent, un visa. Et si le marché unique ou encore le projet du passeport africain prévoit à terme une suppression ou à minima une facilitation de l'obtention de visas entre les pays du continent, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne sur ces questions-là. Selon le rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine, 93% des pays africains ont maintenu ou amélioré leur score par rapport à 2021. En d'autres termes, les 2/3 des pays africains ont adopté des politiques de visa plus libérales qu'il y a 6 ans. Mais comme le dit l'adage, le diable est dans les détails. Et justement, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que seulement 27% des pays du continent africain ne demandent pas de visa aux ressortissants d'autres pays africains.
La réalité, c'est que beaucoup de passeports africains ne sont pas simplement faibles à l'extérieur du continent, ils le sont également ici. Il est plus facile de voyager librement, simplement en Afrique quand on vient d'ailleurs, notamment de pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Force est de constater que l'idée d'un continent africain intégré, complètement uni, reste un mythe ou au moins un vœu pieux aujourd'hui. On écoute le journaliste Romuald Gayap à ce sujet. Le Mozambique, à l'issue d'un conseil des ministres, décidait de l'exemption des visas pour 28 pays. Mais de ces 28 pays, en fait, il n'y a que 3 pays africains qui y figurent. J'ai nommé le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et la raison évoquée, c'est ça qui est curieux. Ils disent que ces pays sont en fait des pays à faible risque d'immigration. Après, ce sont des pays d'Amérique, des pays d'Europe et des pays d'Asie. Mais si on veut aller vers une intégration africaine, évidemment, on aurait fait faveur et priorité à ces pays africains-là. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 67 millions de touristes internationaux ont visité l'Afrique en 2018, ce qui s'est traduit par 38 milliards de dollars de recettes. Et bien que des projets comme la zone de libre-échange continentale africaine visent à implémenter ce marché unique et la libre circulation des biens et personnes en Afrique, il reste beaucoup à faire pour que les Africains fassent partie intégrante de la dynamisation du tourisme sur leur propre continent.